Le gouvernement du Québec traite les professionnels en soins comme des pions. Nous déplacer, bafouer nos expertises, ça se fait pas sans conséquence. C'est la santé des Québécoises et des Québécois qui est en jeu. Quand on nous change de lieu de travail du jour au lendemain, qu'on doit composer avec un équipement qu'on ne maîtrise pas, qu'on perd notre équipe de travail, ça affecte nécessairement la sécurité et la stabilité des soins. Mais on n'a pas fini de se battre, parce que nos conditions de travail sont vos conditions de soins. Un message de la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Un autographe? Encore une photo? Oh, la vedette, c'est moi. Tous les projecteurs sont sur moi. C'est ça, être moillionnaire. Wow, là, ça suffit les photos. Cet automne, on déroule le tapis rouge pour le concours Moillionnaire. 10 membres du programme Moi pourront gagner 1 million de points chacun. Pour participer, présentez votre carte Moi à chaque visite chez Métro, Jean Coutu, Super C, Brunet et Première Moisson avant le 9 octobre. Vous aussi pourriez devenir moillionnaire. Aucun achat requis, certaines conditions s'appliquent. Détails au programme-moi.ca. Bonjour, ici Mathieu Dugal. Voici un épisode sélectionné du balado de moteur de recherche cette semaine. Pour ne rien manquer et écouter les épisodes quotidiennement, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio. Bonsoir, c'est vendredi où on sent la fièvre du vendredi. Oui, on va parler de vedettes ce soir. C'est très vendredi comme sujet. Pour commencer, j'ai une question à vous poser, puis j'aimerais que les gens aussi participent. Écrivez-nous pour répondre aussi à cette question-là. Moi, je suis curieux de voir qui vous avez rencontré. Et là, on parle de vedettes. Là. Puis, c'est pas nécessairement des gens connus de toutes et de tous. Ça peut être vraiment des vedettes dans un domaine très particulier. Bonsoir, Madame Gabrielle Anctil, Madame Mélanie Millette. Bonsoir. Madame Daguzan-Bernier, Myriam. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. C'est qui la plus grande vedette que vous avez rencontrée dans votre vie? Gabrielle. Mathieu Dugal. Ah, mon Dieu. J'allais dire à part moi. Elle lève la main. C'est la bonne réponse. Mélanie? Ben moi, j'ai rencontré Kate Crawford, qui est une chercheuse d'une sommité internationale dans le domaine de la recherche sur l'Internet et l'intelligence artificielle. Il y a quelques années, dans une conférence, elle était fort sympathique. Je lui ai parlé pour mon documentaire, mais à distance, c'était la pandémie. Fait qu'on ne pouvait pas voir personne. Je l'ai vu sur un écran, très, très, très sympathique. Mais bon, c'est sûr que dans le domaine, c'est une très star, connue. mais c'est ça. Bon, peut-être pas du grand public, mais ça compte aussi. C'est des stars. Tu es ma star d'un soir, comme disait l'autre. Myriam? Sophie Calle, qui vient de gagner le Nobel des Arts, d'ailleurs, qui est une rockstar vraiment de l'art contemporain. C'est une des plus grandes artistes contemporaines vivantes. L'artiste française Sophie Calle, oui. Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce que c'est une vraie fille? Non? Pas facile. pas facile, mais c'est ça. Là. Ça vient des fois avec l'aura de star et tout ça. Moi, personne ne m'a demandé si Mathieu Dugal était sympathique. Oui, c'est vrai. Est-ce que je suis un vrai fin? Oui, je dirais oui. Parfait, c'est bon. Faites attention, hein? Je dirais ça. Un contrat est si vite déchiré. Ben dans ce cas-là, très fin. Très fin. J'ai croisé Tom York dans la Tour Brune. Ouais. Okay. Il allait donner une entrevue à CBC. Puis là, j'ai croisé, je dis, hey, mon Dieu, je viens de croiser Tom York. Ah oui, Ça s'est arrêté là, j'ai pas parlé. Mais tu sais pas quoi faire. Non, ça me tentait pas de faire un selfie. Non, c'est ça. Non. Je comprends. Alors voilà, j'ai serré la main à Scarlett Johansson. OK, quand même. C'est ça. Quel contexte? Au TIFF, à Toronto. Oui. Et j'ai fait une entrevue avec Salman Rushdie. J'avais très hâte qu'elle se termine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une fatwa à son nom. Oui, alors moi, je me disais, si c'est là que le terroriste a décidé de le faire sauter... Là, à l'endroit de la personne. J'étais content de le voir, mais j'avais hâte que ça se termine. Je comprends. Mais bon, il est très gentil. Vraiment, il est très gentil, Salman Rushdie. Mais dans le département de la vedette québécoise, là, moi, lors d'un passage, Tout le monde en parle, il y a toujours un repas après. Là, puis j'étais à côté de Geneviève Brouillette, que j'ai trouvée très articulée, très intelligente dans sa manière de parler du métier. C'est une vraie fille? Ben, écoutez, je l'ai pas. On est vraiment rendu là, hein? L'espace d'un repas, je l'ai trouvé très, non seulement sympathique, mais articulée et intelligente dans ses propos. Quelles sont les grandes vedettes que vous avez rencontrées? Écrivez-nous. On va en parler lundi. Je veux lire vos courriels lundi à Moteur. Puis si c'est des pas fins, on veut le savoir. Mathieu Dugal est pas fin. Écrivez-moi à moi. C'est Moteur de recherche. Des choses sérieuses, là. On va parler de choses sérieuses ce soir. On va parler de la science autour
le discours, en fait, sur les vedettes. Donc, qu'est-ce qui motive les gens à devenir si accros? Est-ce que ça peut devenir pathologique? Est-ce que c'est pire avec les médias sociaux? Alors, on va en discuter avec Mélanie Millette et Myriam Daguzan-Bernier. Les jeux vidéo sont-ils meilleurs que nous pour comprendre les épidémies? Et on va parler à une vedette du monde. Et ça, je suis quand même très, très, très content de vous la présenter. Une vedette du monde de la truffe. Et là, pas le petit dessert, là, le champignon. Alors voilà, c'est un début échevelé, mais vous allez voir, on a du contenu quand même. Je vous rappelle, pas je vous rappelle, mais je vous annonce que dorénavant, nous aurons, tenez-vous bien, ah non, mais c'est incroyable, c'est le progrès avec un grand P. Il y aura un quiz de la semaine de moteur de recherche auquel vous pourrez participer en ligne. Donc, si vous allez sur la page de moteur de recherche, je crois qu'il est déjà en ligne. Alors, la page de l'émission, vous allez cliquer sur une bulle de conversation. Vous la voyez, là, la petite bulle de conversation. Et ensuite, vous cliquez sur « Participer à l'émission » et vous aurez accès à ce quiz de la semaine. Alors, je ne sais pas si on va trouver la personne qu'on enverra au tous pour un de moteur de recherche. Cela dit, sachez qu'il y en aura un quiz à chaque semaine sur la page, donc Radio-Canada Audio, page d'émission moteur de recherche. Cliquez sur la bulle de conversation et ensuite vous cliquez sur participer à l'émission. Alors, je ne représente pas qui est avec moi ce soir parce que vous les connaissez, moi, on j'ai les une question adore. à propos du quiz. Oui. Je me demande, est-ce que ça va nous dire quel collaborateur, collaboratrice on est? C'est quoi le quiz, comme les quiz là, dans les magazines? Là. Ah, Quel, non. Quel Mathieu C'est Dugal plus- êtes-vous? c'est sur le contenu. Ah oui. Non. Quel je Mathieu veux Dugal ça. êtes-vous? Hey, tellement. C'est pour vérifier les J'adore. apprentissages. Oui, exactement. C'est ça. Puis c'est pour Plus votre cote. didactique. C'est pour votre cote R. Ah oui, OK. De la fin de l'année. Non, mais là, parlant de vedette, on a avec nous ce soir, je vous le donne en mille, Valérie Cloutier. Non, mais... Véronique Cloutier. Excusez-moi, Véronique, qu'est-ce que je dis là? Véronique Cloutier. Elle est biologiste en sciences forestières et fondatrice de l'entreprise Druide Sylvestre. On l'a joint dans nos studios de Trois-Rivières. Véronique Cloutier, bonsoir. Bonsoir. Véronique Cloutier, bon, c'est la question que vous êtes fait poser 2 millions de fois, mais je suis sûr que tout le monde qui nous écoute se la pose. À un moment donné, on a dû vous confondre. Là. Vous étiez invité quelque part, puis les gens se sont dit « Ah, mon Dieu, on reçoit Véronique Cloutier. » Est-ce que c'est Je ne arrivé? sais pas s'ils ont été déçus. Une fois, j'avais réservé une table, puis la personne, elle s'attendait pas à ce que ce soit moi, mais c'est pas arrivé souvent. Là. Bon, puis est-ce qu'on vous a changé de table ou non? Non. On vous a regardé la même table. Bon, là, il faut que vous nous parliez de Druide Sylvestre. C'est tellement moteur comme modèle d'affaires parce que vous faites du mycotourisme. C'est-tu pas beau, ça? L'automne, c'est la grande saison pour vous, là. Exactement. Donc là, en ce moment, je travaille 7 jours sur 7, mais c'est pas toute l'année, comme vous dites. Donc, on fait du tourisme mycologique. Soit je fais des conférences ou j'amène les gens en forêt. Normalement, l'activité que je fais le plus, là, c'est pour apprendre aux gens à trouver les truffes du Québec. Non, mais je veux dire, y a-tu Quand même plus le bel job que ça? Non, mais c'est quand même incroyable. Autre chose dont on va parler avec vous ce soir, il paraît qu'on n'a absolument aucune idée, mais zéro idée de la quantité, de la variété, de la disponibilité de truffes sauvages au Québec, au Canada. C'est vraiment, mais un continent qu'on ne connaît pas. Exactement. Donc, on découvre des nouvelles truffes à chaque année. J'ai même eu la chance d'en nommer une. Et puis, quand les gens trouvent des truffes, on leur offre, grâce à Truffes Québec, un test d'ADN pour vérifier leur espèce de truffe si on n'est pas capable de l'identifier entre nous. Et sans arrêt, là, on est obligé de dire aux gens, il n'y a pas de nom à votre truffe. C'est incroyable. C'est fascinant. Puis, on va même parler du lien avec les écosystèmes parce qu'il y en a un vraiment très fort parce qu'on coupe du bois, ça va déranger des petites bêtes qui vont avoir des influences sur des oiseaux de proie. En tout cas, la truffe, là,
on ne connaît pas grand-chose, puis ça nous en apprend beaucoup sur la manière dont les écosystèmes fonctionnent. Puis en plus, des fois, c'est bon, pas toujours. Vous allez voir que tout à l'heure, on va parler d'une truffe, non, imaginez, qui sent la pâte à biscuits. Non, mais imaginez, trouver une truffe qui sent la pâte à biscuits. Est-ce que vous la mangez? On ne répond pas tout de suite. Oui. Le suspense est au plafond. Alors voilà. Bonne émission. La réponse à la question qu'on ne se posait pas avec Gabrielle Antil. Je viens vraiment de dire le suspense est au plafond. Peut-être une nouvelle expression, sait-on jamais. On est vendredi. On est vendredi, on a le droit. Les jeux vidéo sont-ils meilleurs que nous pour comprendre les épidémies? C'est la question que vous vous êtes posée cette semaine. Oui, bien, j'ai une primeur. Ben, pas une primeur, mais enfin, saviez-vous que la première pandémie virtuelle a eu lieu entre le 13 septembre et le 8 octobre 2005? Ça, c'est la première pandémie virtuelle répertoriée. On dirait qu'on n'a pas tant entendu parler que ça. Non, bien, virtuel, c'est comme moins épeurant. Mais quand même, environ 4 millions de personnes de partout dans le monde ont été affectées par une maladie hors de contrôle et qui touchait même les animaux de compagnie. Donc, c'était quand même une très grosse pandémie. Et je parle ici d'un incident qui s'appelle Corrupted Blood, sang vicié, qui a touché les joueurs et joueuses du jeu World of Warcraft, WoW de son petit nom. Qui est un des jeux les plus populaires dans le monde. Oui, on va le dire, c'est joué par des millions de personnes. Oui, puis ça semble assez addictif, là, à en croire les mimes que je vois sur Internet. Bref, tout ça s'est produit suite à une mise à jour un petit peu malheureuse. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, le 13 septembre, un nouveau donjon qui se nomme Zul'Gurub est ajouté au jeu. Et ça, c'est un donjon qui est destiné aux joueurs de haut niveau. Là. Il ne faut pas être débutante là, pour y accéder. Et dans ce donjon, on doit combattre Akar, qui est un dieu du sang. D'où le nom là, du problème. Une des attaques de Akar s'appelle sang vicié. Corrupted Blood. Et grosso modo, ça vient enlever des points de vie là, de manière régulière aux joueurs qui sont affectés. C'est aussi extrêmement contagieux. Donc, si on joue en équipe, par exemple, ben même si moi, je suis touchée, ben Mathieu, vous allez rapidement être touché aussi parce qu'on travaille en équipe. Et le résultat de cette maladie, si vous ne guérissez pas, c'est que votre avatar explose dans un nuage de sang. Et là, c'est un jeu vidéo, on se rappelle. Ben, c'est ça. Tout le monde autour aussi souffre de la même maladie. Mais il y a un vaccin, si on veut, il y a un remède. C'est-à-dire que pour guérir, il suffit de tuer Akar, qui est comme le boss là, final là, du donjon. Le dieu du sang. Sauf que la compagnie n'avait pas prévu la réaction de certains joueurs face à cette maladie. Donc, au moment où ils étaient contaminés en plein milieu de la bataille, il semblerait que dans WoW, il y a la possibilité de se téléporter. Donc, au lieu de continuer la bataille et de gagner et donc d'être guéris, ben, ils s'enfuyaient, ils se téléportaient. Et généralement, les gens qui utilisent la téléportation le font, ils s'en vont dans les centres, entre guillemets, les centres-villes là, du jeu. Donc, les centres où il y a le plus grand nombre de joueurs. Ouais. Genre le place du royaume, là. Ou le place Versailles, oui, The World of Warcraft. Ouais. Bon, écoutez, vous me laissez mes métaphores, c'est parfait, je les garde. Et donc, bien sûr, l'épidémie, de cette manière, se répand comme une traînée de poudre. Ben oui. Les joueurs les plus avancés, semble-t-il, peuvent guérir de la maladie, mais les plus faibles en mourraient. Et là, j'ai vu des photos, là, ça faisait des montagnes de squelettes pixelisés. C'était macabre. La compagnie Blizzard, qui est derrière le jeu, a tenté de contrôler la propagation du virus en imposant un couvre-feu. Mais là, il y avait clairement des fins finaux. Ouais, des fins finaux qui trouvaient ça drôle. Il y avait des gens qui essayaient d'aller aider, donc qui avaient des pouvoirs de réanimer les morts. Bref, ils ont rapidement compris que ça serait impossible de contrôler tout le monde. Et ils ont fini par, un mois plus tard, là, par carrément réinitialiser le jeu à la date, la veille là, de l'événement là, de la mise à jour. Ah, parce qu'ils ont perdu le contrôle. Ils ont complètement perdu. Tout le monde mourait, puis là, les gens se faisaient réanimer pour remourir par la suite. C'était vraiment le chaos complet. Mais il y avait à cette époque-là quelqu'un qui jouait à WoW, qui est un chercheur spécialisé en épidémiologie. Et lui, il a dit, ben wow! C'est tellement drôle. Wow, sans jeu de mots. Et il a trouvé ça extrêmement fascinant. Il en a fait un article coécrit avec une de ses collègues. Il y dit que ce type d'événement représente une occasion idéale pour étudier les comportements que les gens peuvent avoir dans le contexte de vraies épidémies. Et d'ailleurs, ces deux chercheurs ont fini par être impliqués dans la recherche. Pourquoi?
pour la COVID-19. Ben voyons. Et belle les histoire. deux, là, dans des entrevues, citaient leur expérience avec le jeu puis avec le travail qu'ils avaient fait là, pour, par la suite là, comme étant particulièrement utile pour surtout se rappeler de l'importance d'étudier les comportements humains pour comprendre comment est-ce que les gens risquent de réagir face à des crises sanitaires. Et donc, ils parlaient notamment là, du fait que ça serait donc bien le fun que les chercheurs aient accès à des jeux où on pourrait introduire ce genre de choses-là, mais il faudrait qu'il y ait évidemment... modéliser comment ça peut Oui, mais il faudrait qu'il y ait le consentement. Là, dans ce cas-là, c'était une erreur, c'était Mm-hmm. un genre de bug, là, mais l'idée de créer un jeu vidéo où les gens sauraient qu'ils sont sur le point d'être exposés à une épidémie pour pouvoir étudier de quelle manière ils réagissent. Bref, oui, les jeux vidéo peuvent mieux comprendre les épidémies que nous. Eh bien. N'est-ce pas? Hein? Ouais, Fascinant. mais je dois vous dire que je suis pas un, je suis pas un geek de l'actualité du jeu vidéo, mais je la suis quand même de loin. J'ai jamais vu cette histoire-là mais mon chum, passer. il savait. Mais je pense qu'il a joué ou il joue encore Ouais, à WoW. ouais. Là, Mais il savait de quoi... Je pense que les gens qui jouent à WoW savent exact. Parce que de ce que je comprends, les gens en reparlent même encore aujourd'hui. Là. Corrupted Blood, donc, qui s'est déroulé entre le 13 septembre et 8 octobre 2005, avec 4 millions de personnes qui ont été affectées par cette maladie de Akar, dieu du sang. Ben, merci beaucoup, Madame Gabrielle Anctil. Ça me fait plaisir, monsieur Vraiment Mathieu très, très bonne chronique, encore une fois. Merci. Vous aimez nous écouter? Vous pouvez désormais le faire plus facilement que jamais sur l'application Radio-Canada Audio. Alors, on discute avec Véronique Cloutier, biologiste en sciences forestières, fondatrice de l'entreprise Druide Sylvestre. Elle fait du mycotourisme, mais c'est aussi une des grandes spécialistes de cette chose qu'on connaît très peu, qui s'appelle la truffe sauvage. Et il y en a, mais des quantités astronomique et pas une espèce. Là, on le disait tout à l'heure, là, on n'a pas fait le tour. On ne sait même pas combien il y en a au total. Et on la joint dans nos studios de Trois-Rivières où elle se trouve. Rebonsoir, Véronique Cloutier. Rebonsoir. Moi, avant qu'on parle de votre des truffes un peu partout, moi, je veux savoir comment vous êtes tombé dans la truffe. C'est par vos travaux de doctorat, mais... À un moment donné, je veux dire, c'est soit qu'on décide qu'on veut travailler là-dedans, ben on y arrive par inadvertance. Comment ça s'est déroulé pour vous? Par inadvertance. Ah ouais? Comme tous les grandes découvertes. C'était de la sérendipité. Je voulais étudier les mésocarnivores, comme les martres, par exemple. Puis j'ai acheté un livre qui s'appelle Mammal Community Dynamics, qui est écrit par Zébel et Anthony. Puis dedans, ils parlent... les mésocarnivores, c'est ceux qui sont dans le milieu de la chaîne alimentaire. Là. Après ça, il y a des plus gros carnivores qui peuvent éventuellement les consommer s'il y a lieu. Ouais. Et il disait que ces mésocarnivores-là, on connaissait très mal leur proie, comme par exemple les campagnols là, que vous avez mentionnés tantôt, qui mangeaient des champignons, donc la mycophagie. Donc, on connaît très bien la carnivorie, l'herbivorie, mais pas la mycophagie. Puis, dans le livre, il indiquait que c'était un grand manque là, en ce moment dans la science actuelle. Donc, j'ai contacté... j'ai fait une revue de littérature, je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions. J'ai contacté Jean-André Fortin, qui est un grand mycologue à l'Université Laval. Puis, il m'a confirmé là, que ce n'était pas quelque chose de connu. Donc, j'ai commencé à étudier les proies des mésocarnivores qui consomment des champignons. Et à la base, je n'avais pas prévu tomber sur des truffes, mais on s'est mis à trouver rapidement des espèces de truffes qu'on ne connaissait pas. Puis on trouvait aussi d'autres champignons souterrains, mais c'est sûr que les truffes ont attiré notre attention parce qu'ils ont le potentiel d'avoir une grande valeur gastronomique et économique. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Et économique, mais aussi écosystémique, comme on va en parler tout à l'heure. Et là, il y a un aspect fort intéressant dans votre recherche, parce que vous êtes passé par les déjections, donc des petits campagnols, pour pouvoir analyser les champignons. Donc, c'était pas, vous n'alliez pas les capturer puis les disséquer. Vous alliez sur leur chemin, puis là, vous regardiez leur petit caca. Puis là, vous alliez voir ce qu'il y avait dedans. Et c'est là que vous êtes rendu compte qu'il y avait vraiment des champignons qu'on connaissait peu. Effectivement. Dans le fond, c'est qu'on ne savait pas comment trouver nos truffes du Québec. C'est pas pour rien qu'on les connaissait peu. C'est parce qu'ils ne sont pas nécessairement faciles à trouver de la même manière que ceux qui sont très connus, comme par exemple en Europe. Fait qu'on avait besoin de spécialistes de la truffe. Et on n'en avait aucun qui était humain. Donc, on s'est dit, on va consulter les campagnols, qui sont un genre de hamster sauvage. Et les écureuils volants, les souris, les taupes et autres petits mammifères. Et...
Dans le fond, j'ai peut-être utilisé même le terme micro-mammifère parce que, en tout cas, en français, le terme petit mammifère était dédié aux animaux gros comme un lièvre. Fait qu'ils ont décidé que peu importe l'ingénierie, ils décidaient que c'était des micro-mammifères mais ils ne sont pas microscopiques. Donc, je voulais étudier ces animaux-là. Puis, dans leur déjection, on ne voulait pas y causer de stress. Donc, on ne voulait pas les capturer. Donc, j'ai mis des bardeaux de cèdre au sol avec un mélange avec de l'huile de truffe. Et puis, les animaux allaient manger l'huile de truffe là, qui n'avait pas d'ADN. Donc, on ne pouvait pas mélanger mes résultats. Puis après ça, on faisait un test d'ADN pour savoir c'est quel champignon qu'ils avaient mangé. Et donc, vous avez trouvé notamment des espèces. Il paraît qu'il y a des espèces, on dit d'ailleurs, qui sont des mycophages, donc des espèces qui mangent des champignons. Et certaines d'entre elles, encore plus spécialisées, imaginez, il y a des mycophages obligatoires. Ça veut dire que ces espèces-là, elles ne mangent que des champignons. Puis là, on va parler du campagnol roussâtre de Californie. Et ça, il a vraiment une vie, on va le dire, spéciale, parce que lui, sa vie, c'est de chercher des truffes, de les trouver, mais ça a influencé sur l'évolution de sa physiologie, non? Oui. En fait, c'est des truffes et d'autres champignons. On l'a pas ici, là, au Québec, le campagnol... roussâtre de Californie, oui. Exactement. Mais on sait que lui, il faut absolument qu'il mange des champignons. Ses dents ne se régénèrent pas. Ça, je prends toujours une petite pause pour laisser les gens réfléchir à ça. Là. On parle d'un rongeur dont les dents ne sont pas résistantes à l'abrasion. C'est vraiment particulier. Oui, c'est vraiment de la spécialité. Mais pourquoi ça? Parce que sa nourriture, c'est seulement des champignons, puis c'est pas abrasif. Donc, il mange du mou. Il mange du mou, exactement, dès sa naissance. Il mange du mou, fait que si ses dents avaient besoin d'abrasion et puis continuaient tout le temps de pousser, bien, ça créerait des problématiques. Mais ça fait que si jamais il y avait un manque de champignons, il pourrait temporairement s'en sortir avec un peu de lichen qui est moitié champignon, moitié algues ou cyanobactéries. Ouais. Mais il ne peut pas s'en sortir en mangeant des graines, par exemple. Fait que c'est très important qu'il y ait des champignons pendant toute l'année. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se fait des caches de champignons pour les périodes où est-ce qu'il n'y a pas de fructification de champignons. Ici, de notre côté du continent, il y a notamment le polatouche, ces fameux écureuils volants qui, paraît-il, sont des experts pour se diriger à l'odeur. Il y a un autre petit animal, un instant que je reprenne son nom, c'est c'est Gabber, mais... Le campagnol à deux roues de Gabber. Oui, c'est ça, c'est le campagnol à deux roues. Donc, eux, ils nous permettent vraiment de savoir ce qu'il y a sous la terre. Donc, quand on étudie le polatouche, il va nous indiquer souvent où se trouvent de bonnes talles. Exact. Donc, c'est eux nos spécialistes pour nous permettre de connaître notre biodiversité fongique souterraine. Donc, eux, à l'odeur, sont capables de savoir exactement c'est où. Donc, un écureuil volant qui est dans un arbre, il va sentir de façon stéréoscopique où est le champignon. Donc, nous, on voit de manière stéréoscopique, on se dirige directement à un endroit par notre vue, mais on n'est pas très bon pour le faire avec l'odorat. Donc, si dans la cour arrière, ça sent le barbecue, on va être porté à bouger la tête de façon large, de gauche à droite, pour essayer de savoir quel de nos voisins fait du barbecue. Mais lui, il voit, et en fait, il sent en stéréoscopie. Comme nous, on voit, exact. Fait qu'il s'en va directement au bon endroit. Ah ouais. Puis le bon endroit, je veux dire... Le bon endroit, il est sous la terre. Il est capable de sentir des champignons qui sont sous la terre. Exactement. Puis là, il va atterrir, donc il plane. On l'appelle l'écureuil volant, mais il ne vole pas vraiment. Donc, il plane jusqu'au bon endroit où est-ce qu'il y a exactement le champignon. Il creuse, il va le chercher, puis il remonte pour aller le consommer pour ne pas être, lui, une proie. Fait que quand lui est en hauteur, il est moins facilement une proie que quand il est au sol. J'aimerais que vous nous parliez d'une histoire. Là, on fait le lien. Là c'est vraiment des trucs on se dit, mon Dieu, quelle adaptation incroyable. Mais ça va beaucoup plus loin que le fait que ça pourrait nous mener éventuellement vers des champignons qu'on pourrait consommer. J'aimerais que vous nous parliez de cette histoire d'une chouette dont il s'est rendu compte que sa population disparaissait parce qu'on coupait des forêts. Et là, on replantait avec des essences, mais qui ont eu un impact vraiment négatif sur ces chouettes-là. Puis, en fait, le chaînon manquant, c'était encore une fois une de ces petites bêtes-là dont vous nous parlez. Parlez-nous de cette histoire-là. C'est ça, c'était complètement insoupçonné. On s'est rendu compte qu'on perdait les chouettes tachetées du Nord, qui est un des plus grands
un des plus grands oiseaux d'Amérique du Nord. Là, on remonte à peu près dans les années 90. Puis, il déclinait à une vitesse incroyable. Donc, on ne savait pas quoi faire. On a fait des essais. Il n'y a rien qui fonctionnait. Il déclinait à toute vitesse. Donc, ils ont arrêté temporairement la coupe de bois sur la côte du Pacifique. Donc, sur la côte du Pacifique, les gens vivaient majoritairement de la coupe du bois des forêts fédérales. Donc, ça a créé une très grosse... crise socio-économique. Et puis là, ils ont dit, vite, on met des chercheurs là-dessus parce que les gens ont besoin de manger, de faire manger leurs enfants. Donc, les chercheurs ont cherché, ils se sont mis là-dessus, puis ils ont découvert que les chouettes mangeaient des petits animaux, là, comme on appelait tantôt des micro-mammifères, là, comme les campagnols, les écureuils volants, puis ces petits animaux-là. Puis ceux-ci consommaient des champignons souterrains qu'on ne connaissait pas alors. Et ce qu'on faisait, on coupait des arbres qui étaient en association symbiotique, donc association gagnant-gagnant avec ces champignons-là. Puis on replantait des arbres du même genre, là, on dit genre espèce, donc c'est une espèce différente, mais le même genre. Donc, par exemple, si on avait coupé des pins, on replantait des pins, ce qui est quand même rationnel là, comme méthodologie. Oui. C'est juste qu'on en plantait qui poussaient légèrement plus vite pour avoir du bois plus rapidement. Puis ces arbres-là s'associaient à des champignons différents qui n'étaient pas de la nourriture pour nos micro-mammifères de cette région-là. Et puis, ils mouraient, mais on s'en est pas rendu compte. Puis, à un moment donné, quand on a perdu parmi les plus grands oiseaux d'Amérique du Nord, on a commencé à se rendre compte qu'on avait brisé une chaîne trophique. C'est fascinant. Et tout ça parce qu'il y avait une mauvaise association avec les nouvelles essences, avec les champignons qui nourrissaient les proies de ces chouettes. C'est donc dire ça nous permet de comprendre aussi qu'on comprend très mal les interactions qui ont cours dans des écosystèmes. Maintenant, là, évidemment, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gastronomes qui se disent, ben oui, mais là, ça n'a pas de bon sens. Là. On paie des prix de fou pour faire venir des truffes de l'autre bout du monde. Est-ce que le potentiel de nos truffes sauvages ici, il est aussi grand que ce qu'on retrouve en Europe? Mon Dieu, oui. Oui. Hein? C'est juste qu'on ne les connaît pas encore toutes, mais on en a une particulière là, qui a beaucoup de potentiel. Il manque peut-être de la commercialisation, là, mais c'est la truffe des Appalaches. C'est une de nos truffes qu'on a au Québec qui est extraordinaire. Et puis, depuis l'été dernier seulement, on a l'huile de truffe de la truffe des Appalaches. Donc, elle est complètement différente des truffes européennes. Si jamais il y en a qui veulent se convaincre à quel point elle est délicieuse puis différente des truffes européennes, je vous encourage vraiment à la découvrir grâce à ça pour l'instant, parce qu'on ne peut pas encore acheter de truffes des Appalaches. On peut acheter l'huile, mais là, ils la font. Et après nous, l'huile des gens qui la font, ils ont évidemment, comme tous les mycologues, ils ont leur tal, c'est ça? Non, l'huile de truffe n'est jamais faite avec de la truffe parce qu'elle perd sa saveur. Donc, il vous donne l'impression des fois qu'elle est faite avec de la truffe en laissant une petite tranche de truffe au fond. Ouais, c'est ça. Mais c'est jamais ça. Puis, ils s'en cachent pas non plus, là, la compagnie de l'huile de truffe des Appalaches qui s'appelle les Truffettes. Sauf qu'ils ont fait affaire avec des grands gastronomes là, pour recréer exactement la même saveur que la truffe des Appalaches. Mais elle n'est pas faite directement à partir de OK. Tout à l'heure, on parlait des différentes saveurs. Il y en a une, paraît, puis vous l'avez senti, puis même des gens dans les labos avec qui vous travaillez, ça a l'air que c'était comme un peu la star de votre labo. Imaginez, vous avez un champignon qui sent la pâte à biscuits. Ben oui. C'est quoi cette truffe-là? À l'érable. Pâte à biscuits à l'érable, mon Dieu. Oui. OK, mais c'est quoi cette truffe-là? C'est addictif pour l'humain. En fait, c'est pas exactement une truffe, sauf au sens anglophone. En anglais, ils appellent tous les champignons souterrains truffles. Nous, on les sépare. On dit truffe pour le genre tuber, puis parfois leucangium, puis on dit champignons souterrains pour les autres. Celle-là, c'est un autre. C'est Chamonixia cespitosa. Elle n'a pas encore de nom en français, donc on est encore obligé de la nommer en latin. Et ce champignon-là, il attire... Parce que pour se reproduire, les champignons souterrains n'ont pas le choix de faire affaire avec du vivant, avec du monde animal qui va aller chercher leurs spores parce que leurs spores sont séquestrés non seulement dans le centre du champignon, mais ensuite, le champignon est séquestré dans le sol. Donc, pour distribuer ses spores, il fait affaire avec... souvent un mammifère ou des insectes, en tout cas du monde animal. Et puis, l'odeur qu'il utilise est propre à l'animal qui va disperser ses spores, à l'animal qui veut attirer là, de façon, entre guillemets, là, parce qu'il n'y a pas de volonté propre, là, un champignon... comme au sens propre du terme. Il ne réfléchit pas à son plan. C'est bien dit. Ouais. Mais ici, on ne sait pas c'est quoi le mycophage qui disperse ses spores, mais c'est un mycophage qui partage les goûts
des humains parce que nous, quand on l'étudiait, on le photographiait à la fin de la journée. On travaillait jusqu'à temps qu'il fasse noir. Après ça, on arrivait au chalet. On photographiait chacun des spécimens qu'on avait trouvés. Puis après ça, on les congelait pour faire éventuellement des tests d'ADN. Puis il est arrivé qu'une personne, avant que je le congèle, dise je peux-tu le sentir une dernière fois? Pas de problème, tu sais, la sent une dernière fois. Puis là, je vous rassure, on ne le touche pas avec nos mains à ce moment-là. Fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui le dit. Puis genre, même moi aussi, je fais ouais, j'aimerais bien ça, sentir une dernière fois. Puis on sent que c'est addictif. Puis on finit par le congeler. Puis j'en parle dans un congrès. Puis je me fais dire que oui, dans l'Est du Canada, c'est le cas. Tandis que dans l'Ouest, le même champignon a un mycophage différent, une odeur différente. Puis c'est une odeur qui est répulsive pour les humains. Ben voyons. Wow! Mais OK, mais je veux dire, les champignons, on connaît tellement pas grand-chose. Rapidement, en terminant, est-ce qu'il est comestible ou pas, ce truc au fumet aussi extraordinaire? Malheureusement, non, il n'est pas comestible. Mais est-ce que... Pas pour l'humain. OK, mais genre pas comestible, juste tu le manges, ce sera pas si pire, ou bien tu le manges puis c'est la dernière fois que tu vas manger quelque chose? J'avoue que je me suis pas rendue là. Je ne pense pas que ce soit toxique, mais je vous conseille surtout d'essayer. Bon, et c'est la même chose avec les truffes que vous trouvez. Là, pour l'instant, vu qu'on trouve des nouvelles espèces, je vous encourage à les faire identifier. Puis après ça, on va vous aider à pouvoir les reconnaître si vous pouvez les manger à chaque année. Là, bref, on gratte littéralement la surface de cette science dont vous êtes une des représentantes, une des rares représentantes, on va le dire, parce qu'il y en a des espèces beaucoup. On ne sait pas encore toutes les associations avec tous les arbres, mais quand les gens en trouvent, on envoie ça chez Truffes Québec, puis ils vont les analyser pour dire si c'est comestible, d'une part. Puis après ça, c'est ça. Au début, c'est préférable de les contacter avec les photos du spécimen. Ils vont peut-être pouvoir l'identifier avant. On n'a pas toujours besoin de faire un test ADN. OK, parfait. Véronique Cloutier, biologiste en sciences forestières, fondatrice de l'entreprise Druide Sylvestre, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce monde qu'on connaît très peu. Puis on espère qu'on trouvera plein de belles espèces comestibles et dont on pourra profiter au cours des prochaines années. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre milieu et votre travail si fascinant. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Moteur de recherche avec Mathieu Dugal. Sur ces notes de Sergio Mendes, qui nous a quittés il y a quelques jours, grand musicien brésilien, je vous rappelle qu'à l'émission, vous entendez des gens extraordinaires et ils sont interviewés, bookés. On les prépare avant qu'ils viennent ici en studio. Avec qui? Patricia Blais, Ariane Pelé, Marie-Hélène Racicot et Guillaume McSween. Christian Côté était notre édimestre cette semaine. Alexandre Leclerc est à ses potentiomètres et Claudette Desjardins signe moteur de recherche. Aujourd'hui, on vous raconte la love story de Jennifer Lopez et Ben Affleck. Ils se rencontrent en 2002 sur le tournage du film Amour trouble. Entre J-Lo et Ben, c'est le coup de foudre. Rapidement, le couple se fait appeler Bennifer par la presse People qui raffole de leur histoire. Au bout de quelques mois à peine, J-Lo et Ben se fiancent. Et la chanteuse fait même intervenir son futur mari dans le clip de sa chanson culte Jenny from the Block. Dans cette vidéo, le couple s'amuse de l'obsession des tabloïds pour leur relation. L'acharnement des tabloïds va aussi leur coûter leur mariage. En janvier 2004, à 3 jours de la cérémonie, le couple se sépare. It was the biggest heartbreak of my life. Au printemps 2021, soit près de 20 ans après leur rupture, ils sont à nouveau aperçus ensemble, et ce à plusieurs reprises, suffisant pour relancer les rumeurs et alimenter les fantasmes. Amoureux à la Mostra de Venise, complices à Paris ou glamour aux Golden Globes 2024, le couple ne manque pas d'attirer tous les regards à chacune de ses apparitions publiques. Mais depuis quelques semaines, la rumeur d'un divorce entre J-Lo et Ben ne fait qu'enfler. Alors voilà, oui, vous écoutez bien Moteur de recherche. Non, nous ne nous sommes pas transformés en La journée est encore jeune. Alors on parlera pas avec des vedettes ou des vedettes, on va parler des discours sur les vedettes. Alors, avec Myriam Daguzan-Bernier, sexologue, Mélanie Millette, professeure titulaire du département de communication sociale et publique de l'UQAM. Rebonsoir à vous deux. Bonsoir. En fait, c'est quelqu'un qui nous a envoyé une
Vraiment super intéressante question à ce chapitre. Pourquoi des gens spéculent, font des fixations sur des artistes? Qu'est-ce qui motive les gens à faire ça? Et est-ce que c'est pire avec les médias sociaux? Alors, on se disait, professeur de communication spécialisé dans la culture populaire, sexologue, on avait quand même un couple parfait pour en parler. Myriam, on va peut-être revenir sur J.Lo, dont on parlait, qui... donc, elle cristallise beaucoup, justement, ce discours-là. Énormément, mais on voit à quel point les vedettes sont importantes dans nos vies, parce que si vous voyez les grands titres dans les tabloïds ces temps-ci, on entend justement Jennifer Lopez sort la revenge dress, la robe de la revanche. Taylor Swift aperçue au US Open avec son copain. Nicolas Coughlan aurait un amoureux de 13 ans, son cadet. Oh my God! Donc, les vedettes occupent une place importante dans nos vies, nos sociétés. Non seulement ça, mais aussi leurs histoires d'amour font l'objet de spéculations et de tergiversations incessantes. Et selon Paul Harrison, qui est un expert du comportement de la culture des consommateurs et consommatrices, les vedettes, en fait, ont remplacé les figures d'autorité qui étaient autrefois les rois, les reines, ainsi que les figures religieuses. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ces gens-là? Bien, en fait, on se rabat sur ces personnalités pour y trouver une source d'inspiration et surtout des rêves et des fantasmes. Ces personnes-là semblent avoir des vies qui ressemblent à des contes de fées. On a accès à des moments glamour, excitants, voire exceptionnels qui se passent dans leur existence. Ça donne envie, puis ça permet en quelque sorte de vivre une vie par procuration. Par exemple, si on revient à Jennifer Lopez et Ben Affleck, qu'on appelle communément Bennifer, comme la journaliste le disait, ça représente une forme d'idéal à atteindre parce que malgré toutes les embûches, tous les revers subis, ils sont, croit-on, faits l'un pour l'autre. Et ça renforce des mythes qui entourent les relations amoureuses, surtout hétéronormatives, comme celui qui dit que chacun a droit à sa personne qui va la compléter, en fait, et faire de nous un être entier. Et c'est l'espoir, dans le fond, d'avoir pour soi-même une aussi belle histoire d'amour. Et s'il y a du drame, parce qu'il y en a, on parlait tout à l'heure de rumeurs de divorce, et finalement, c'est signé, les papiers et tout. Fait, donc, voilà, ça rend les stars plus accessibles s'il y a du drame et plus vrai. D'ailleurs, Jennifer Lopez a fait un film entier qui s'appelle This Is Me Now, qui est dédié à sa quête de l'amour. Et semble-t-il que c'est très mauvais. Est-ce que c'est mauvais? Oui, c'est ça. Parlez-nous de This Is Me Now. Est-ce que c'est bon? C'est très convenu comme documentaire. C'est un documentaire / marketing, là, fait pour, par et à propos de Jennifer Lopez. Fait que c'est sûr que c'est complaisant. En même temps, ce que j'ai trouvé intéressant, ou en tout cas digne de réflexion, c'est qu'elle propose tout un narratif sur sa vie à 50 ans. Puis on sait que les femmes dans l'espace public médiatique, passé la quarantaine, c'est difficile, c'est compliqué. Oui. Bon, en même temps, il y a toutes sortes de normes de beauté qu'elle reproduit qui sont complètement inatteignables. On pourrait en parler. Ça pourrait être l'objet d'une autre chronique. Envoyez-nous des questions. On va les réinviter. C'est un exercice de promotion. Oui, ce film. Oui, tout à fait. Mais ce phénomène-là, dans le monde des universitaires, on s'y intéresse parce que, vous l'avez dit, Myriam, ça passionne les gens. On s'identifie. Des fois, c'est pathologique. Des fois, ça nous aide à mieux vivre. Tout à fait. Le milieu universitaire aime ça, ces sujets-là aussi. Oui et non. En fait, il y a eu comme un boom de recherche là, sur les stars, mais surtout sur le star système américain, hollywoodien, là, des années 60 jusqu'aux années 80. Il y a eu pas mal de travaux là-dessus, comment ça marchait, les écuries d'acteurs-actrices, le système financier derrière. Mais l'objet de recherche star, la vedette, a été très peu étudié finalement parce que ça a été vu longtemps comme un objet non légitime, pas assez sérieux finalement pour faire des recherches. Sauf pour une personne, notamment, il y a plus de recherches là-dessus maintenant, mais il y a un des premiers sociologues, Edgar Morin, à s'être intéressé à ce phénomène-là, a publié dès 1957 un ouvrage qui s'appelle Les stars et que je trouve super intéressant parce que à cette époque-là, au CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique de Paris, Edgar Morin va explorer l'imaginaire cinématographique. C'est ça qu'il se met à étudier. Puis, il va identifier différents leviers d'identification chez les spectateurs et spectatrices pour comprendre comment ça se fait que quand on regarde des films, ça nourrit notre imaginaire, d'une part, puis en même temps, ça contribue à bâtir notre identité, notre rapport à nous-mêmes et notre rapport aux autres. Il va nommer ce phénomène-là le principe de projection-identification. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est des clés intéressantes pour comprendre comment ça se fait que chez certaines personnes, cette activation-là, projection-identification, va prendre une certaine ampleur et ça désigne l'action, souvent inconsciente d'ailleurs, d'à la fois se
projeter sur un objet, un personnage dans un film, un personnage dans un roman, dans lequel on se reconnaît. Puis, en même temps, on vient s'accrocher à l'univers narratif proposé pour nourrir notre propre imaginaire, comme tu le disais, Myriam, nos fantasmes, etc., nos rêves, etc. Donc, il y a un double mouvement qui se passe en même temps, qui est souvent abstrait ou inconscient. Et ça crée du lien avec la vedette, avec le personnage incarné par la vedette. Ça crée vraiment une relation. Et aussi, il faut dire que ce phénomène-là, théoriquement, il ne peut jamais avoir de fin. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène où on peut tout faire avec ces vedettes. On peut écrire, on peut regarder leurs films, regarder les livres qu'ils écrivent ou les livres qui sont écrits sur elles. C'est sans fin, là, ce Oui, bien, c'est qu'en phénomène-là. fait, tu sais, par exemple, dans le champ de recherche qu'on appelle les études de fans, sur les fans, les passionnés, les fandoms, les communautés de fans, on a très tôt identifié, là, ça, c'est une chercheuse française qui s'appelle Mélanie Bourda, dont j'ai déjà parlé à l'émission, qui a dédié ses recherches en entier, là, sa carrière sur l'étude des fans. Et elle qualifie les fans qui sont dans ce rapport cette relation très serrée avec une vedette. Ces personnes-là font une réception sans fin. C'est-à-dire que... Une réception sans fin. Oui, pas comme dans un party, là, mais comme dans un party sans fin. Dans un état de réceptivité totale, constant. Pour ces personnes-là, l'écoute de la musique et regarder le film, ça ne s'arrête pas à la fin du film. La relation avec la vedette, avec l'univers qu'elle propose, va au-delà. Donc, la personne va en parler, va faire, par exemple, des fanfictions, va joindre une communauté en ligne sur Facebook de gens qui partagent... Pensez à un super fan du Canadien, là, qui porte le T-shirt, qui achète de la marchandise, qui connaît les statistiques. C'est un peu la même chose. Et dans certains cas, il y a beaucoup de contenu médiatique, évidemment, dans les médias sociaux qui existent pour nourrir également ces imaginaires-là. Et c'est là où, parfois, actuellement, j'en viens à la deuxième question de la personne... En ce moment, depuis plusieurs années, on voit que dans les médias sociaux, il y a plusieurs vedettes, dont Jennifer Garner, par exemple, de la série Alias, Electra, Daredevil, etc., qui vont plusieurs fois par semaine publier des choses de leur vie quotidienne, leur entraînement sportif, leur cuisine, leur popote, ce qu'elles font en famille, etc. En faisant ça, l'actrice, les personnes qui font ça, vont mettre en circulation tout un corpus d'images d'elles-mêmes dans un contexte quotidien. Ce n'est plus le personnage. Ce n'est plus la persona, l'avatar. Et ça plaît beaucoup aux fans et ça les rend accessibles. Fait que sur le plan de ce fameux levier là, d'identification dont parle Edgar Morin, c'est vraiment super puissant parce qu'on se rend compte que la personne, elle est comme nous, entre guillemets. J'aime beaucoup ce que vous dites, puis j'aimerais qu'on revienne tout à l'heure sur la différence entre ce qu'était Hollywood dans les années 50, 60, où il n'y avait pas les réseaux sociaux, et le type de contenu n'était pas le même. Les stars étaient plus préfabriqués, c'est-à-dire que ce à quoi on avait accès, c'était à la fin du processus qui était mené par toutes sortes de gens. Myriam, je sais que vous vous intéressez beaucoup à ces questions-là sur les réseaux sociaux. Justement, les plateformes sociales, bon, on le dit souvent, mais on va quand même réexpliquer. Ça a donné un appui, ça a accélérer des phénomènes qu'on connaissait un peu auparavant. Si on parle de, mettons, Bennifer, si on revient là-dessus, évidemment, les médias populaires, les tabloïds ont contribué à ça, mais les plateformes sociales aussi. Avant leur arrivée, les relations avec les vedettes étaient plutôt distantes, en fait. Maintenant, ces réseaux-là permettent des interactions qui sont plus statiques ou unidimensionnelles avec les personnalités publiques, mais bien dynamiques. Et c'est ce qu'explique une étude réalisée en 2022 et intitulée « Le retour des fanbases ou fandoms à l'ère numérique avec l'essor des réseaux sociaux », on indique que les recherches actuelles sur les groupes de fans vont s'intéresser à ces phénomènes comme une partie intégrante de notre vie de tous les jours et ce qui contribue à forger notre monde moderne. Donc, les plateformes sociales sont effectivement au cœur de nos vies. On y déverse autant ce qui nous enchante que ce qui nous déplaît. Puis on sait déjà que dans nos relations amoureuses, sexuelles ou affectives, mon Dieu, qu'on peut spéculer sur un emoji envoyé, une story aimée. Puis ça s'incarne dans des séries très populaires. Bon, vous allez nous parler. Moi, je dois vous dire, bien honnêtement, je ne l'ai pas vu, là, mais Bridget. Non, il y a 24 heures dans une journée. Je sais. Mais je juge pas ça. C'est juste que j'ai pas le temps. Là. C'est Bridgerton. Oh my God. Il paraît qu'il y a des personnages dans Bridgerton qui ont goûté à cette médecine-là. Parlez-nous de du phénomène. Pas, j'en ai fait partie. OK. Pauline et Lucola. Qu'est-ce que c'est, ça? En fait, Bennifer n'a pas été le seul combo amoureux qui a subi les analyses scrupuleuses et obsessives des fans. Il y a, dans la série Bridgerton, il y a un engouement incroyable sur le couple vedette de la 3e saison. Chaque saison avait un couple vedette. Et c'est Penelope et Colin pour la contraction des mots
Penelope Collin, donc Pauline. On les a mis ensemble. Ou Lucola. Ou Lucola, parce que ça, c'est les vrais acteurs qui jouent, c'est-à-dire Nicola Coughlan et Luke Newton. Donc, le couple de l'heure, donc Pauline est incarné par ces acteurs-là. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que la réalité a dépassé la fiction. Les deux acteurs sont devenus amis dans la vraie vie, ce qui a contribué à l'aisance naturelle du duo, tant à l'écran, mais que dans la vie de tous les jours. Et bien sûr, Netflix et tous les médias ont misé sur cette chimie indéniable pendant la tournée de promotion, ce qui a mis le feu aux poudres chez le public. On est alors passé d'un espoir un peu romantique, fleur bleue, envers les personnages. Parce qu'ils étaient dans la série, ils sont ensemble, exactement. Et ça m'a donné des feels de fillettes de 12 ans, ça n'avait pas de bon sens. Ah oui? Oui, tout à fait. Moi, j'étais vraiment pro-Lucola, là, vraiment. Mais c'est ça, ça veut dire que, mettons, ils sont pas devenus des amants dans la vraie vie. Non, pas du tout. Mais mettons, vous, là, comme femme, vous, Madame Daguzan-Bernier, là, oui. mais est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous auriez aimé de voir que ça se développe dans la vraie vie? C'est sûr que quand je les voyais aller, je me disais, mon Dieu, qu'ils sont cute, oh my God, ça me donne non bien des feelings. Mais en même temps, j'étais comme assez rationnelle pour faire, c'est pas la réalité, c'est des acteurs et des actrices qui font ça. Mais les gens sont devenus tellement intenses que toutes leurs entrevues, leurs apparitions publiques et aussi chacune de leurs publications sur les plateformes sociales, ça a été analysé dans l'espoir d'y déceler un indice qui permet de confirmer leur amour. Je donne un exemple. Nicolas a fait un selfie à un moment donné avec des lunettes fumées. Les gens ont agrandi la photo pour voir si c'était Luke qui l'avait pris et qu'on voyait peut-être apparaître sur le reflet. Attendez, c'est pas tout. On vérifie les j'aime que sauf l'un et l'autre. Ça, c'est assez banal. On analyse leurs réponses d'entrevue, mais on s'est mis à observer leur pupilles, le mouvement des pupilles pour dire oh my God, quand ils se regardent, ça y est, c'est l'amour. Ils peuvent pas faire à semblant, c'est l'amour, ça. Mais on s'entend que c'est intense. Et c'est devenu un point intense qu'il y a eu une levée de bouclier contre la vraie copine de Luke qui avait le seul défaut de ne pas être Nicolas. Les pauvres. Simplement parce que ce que vous dites, ça me fait beaucoup penser à l'espèce de pseudo-science là, qui analyse nos gestuels, tout ça. Totalement. Reconnaître je sais pas comment ça s'appelle. La synesthésie. Non, c'est pas... Non, je sais de quoi vous parlez. Oui, vous continuez à jaser, mais ça me faisait penser un peu à ça. Là, on tombe vraiment dans la science. Oui, vraiment. Mais ça, c'est quand même intéressant. J'aimerais qu'on revienne sur le seuil qui a été franchi depuis Hollywood. Parce que là, imaginez, là... on n'est plus du tout dans le même registre que ce qu'on connaissait dans les années 50-60. Parce que là, il faut se rappeler que, autant où Edgar Morin nous parle des vedettes, il y avait un star system et des fans et un vedettariat très, très fort. Sauf qu'on est, dans les années 50 jusqu'aux années 90, on est vraiment capable de bâtir ce qu'on appelle une image mythique de la star et de distancier ça de la personne. Pour différentes raisons. Edgar Morin dit qu'il y a deux facettes au phénomène de la star. Il y a d'une part la mythologie, ce que tu disais tout à l'heure, Myriam, créer presque une image religieuse avec l'adoration et tout. Et d'autre part, il y a un aspect économique. Donc, on cherche évidemment de la rentabilité financière. Donc, c'était plus facile de construire un alter ego, une persona, une vedette qui se distingue de la vraie personne. Pensez à Marilyn Monroe versus Norma Jean Martinson, donc la femme derrière, etc. Mais la presse à potin arrive en Amérique du Nord dans les années 1990, importée du Royaume-Uni. Et avant ce moment-là, voir le vrai visage d'une star, c'est très, très rare et très difficile. Voir le côté vie ordinaire des personnes, ça n'arrive presque jamais. Donc, quand on est en contact avec des images médiatiques des stars, elles sont travaillées. Ce sont des images professionnelles ou journalistiques. Il y a toute une aura donc, qui s'accompagne de ça. Les personnes sont habituellement à leur avantage, etc. Et là, on fait un saut, 1990. La presse People arrive, c'est complètement différent. Et auparavant, ce qui était intéressant avec la construction du mythe, c'est que les rôles endossés par les vedettes, les rôles, par exemple, de femme fatale pour Marilyn Monroe, venaient teinter cette aura mythique qui était assez distincte, là, qui baignait dans les paillettes et le champagne, contrairement à la vie quotidienne de cette femme. C'était très difficile, on l'a su par la suite. Exactement, ça a été révélé dans des biographies par la suite. Cependant, ce que ça créait, ça, c'est une espèce d'objectivation de la personne. Ça, c'est un grand mot savant pour dire que finalement, la personne devient un objet, un peu comme un animal de zoo que l'on peut contempler, et c'est distinct de la personne réelle, si je peux dire. Sauf qu'actuellement, là, je me permets une petite interprétation sauvage. On est vendredi soir. Oui, c'est ça. Je remarque deux choses. C'est qu'aujourd'hui, la construction du mythe se fait complètement différemment, notamment à cause des médias sociaux. Donc, premièrement, je pense qu'il y a une nouvelle forme de mythe qui se crée, qui est très, très collée à l'imaginaire de la vie réelle.
notamment nourri à grands coups là, de documentaires derrière, behind the scenes, des choses comme ça, mais également les personnes qui se filment elles-mêmes, qui font des stories sur Instagram, des vidéos sur TikTok, qui montrent l'envers du décor, leur vie réelle. Donc, ça vient nourrir un imaginaire qui est directement ancré dans la réalité de la vedette et de sa vraie vie. Les maisons qu'elle possède, son jet privé, ses voitures, son voyage en yacht, ses relations intimes, véridiques ou spéculatives, avec différentes personnalités publiques. Et deuxièmement, je pense aussi que la dimension de cette exposition médiatique fait qu'on voit plus du tout les vedettes comme étant complètement inaccessibles. Oui, c'est plus les dieux de l'Olympe. Là. Plus non, du oui, tout. oui, parce qu'elle est à côté d'une on peut la croiser au centre commercial, dans la rue. Mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui on juge beaucoup ces attitudes-là. Myriam, comment on peut, entre guillemets, comprendre, pas qu'entre guillemets, mais pour vrai, comprendre ces phénomènes-là en étant... en les jugeant pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Oui, tout à fait. Puis si un grand nombre de gens se sont investis à ce point-là dans les histoires des vedettes comme Lucola, Pauline, etc., et Bennifer, dans le fond, c'est aussi symptomatique de la société dans laquelle on vit. Les gens ne vont pas très bien. L'éco-anxiété nous respire dans le cou, les conflits mondiaux se multiplient, les décideurs politiques sont plus souvent qu'autrement décevants, prise de position contre les personnes LGBTQ+, sont quotidiennes, l'avenir est assez incertain. Donc, les gens ont besoin de se plonger la tête dans le rêve, puis c'est une forme d'évitement de la réalité qui parfois est assez déprimante. Donc, les jeunes utilisent d'ailleurs beaucoup l'expression « être déloulou » pour dire delusional, pour affirmer en fait une espèce de délire collectif inoffensif un peu qui semble nécessaire à la survie. L'expression complète qui est souvent utilisée, c'est « being delulu is the solulu » pour dire, c'est-à-dire être délirant ou délirante, c'est la solution. Puis le rapport aussi, entre autres, avec la sexologie, c'est quand même intéressant, avec les nombreuses exceptions qu'apporte le dating, les jeunes nous en parlent beaucoup, l'envie de se détacher de la hook-up culture, de dire la culture du sexe en lendemain, un certain désintérêt envers la sexualité. On appelle d'ailleurs les Gen Z la no-sex generation. Cet état d'esprit, être déloulou, ça permet un peu de s'évader puis d'imaginer un monde meilleur où les fins heureuses sont possibles. Elles sont possibles. Puis justement, ces gens-là qui arrivent avec beaucoup de bienveillance et où on peut les considérer comme tels, ils existent. J'aime beaucoup l'expression Dululu is the solulu. Wow. Mais dans les communautés de fans que j'étudie en ligne, j'ai un projet là-dessus en ce moment, puis les fans de Taylor Swift utilisent beaucoup cette expression-là en ce moment parce qu'il y a des grandes spéculations sur la date prochaine de sortie de son album Reputation. Et donc là, les fans vont faire des théories, entre guillemets, en analysant ses vêtements, ce qu'elle dit, pour essayer de trouver la date. Donc, on rit un peu de soi. Ça devient une pratique collective, en fait. Ça crée vraiment du lien au sein de la communauté de fans, de partager des théories, entre guillemets, puis de s'amuser à travers ça. Puis il y a une autodérision là-dedans. Puis en fait, c'est intéressant, on se prend pas toujours au sérieux. Non, c'est ce que vous nous dites aussi. Puis l'expression est souvent utilisée dans l'idée de manifester quelque chose. En somme, si on veut vraiment une chose en particulier, on va l'obtenir. On sait que la génération Z explore beaucoup l'idée de self-care, de bien-être, via ce mantra. Puis même si ce que ça veut dire, c'est que si ça semble inatteignable, tu le peux quand même. C'est un peu la suite logique à fake it until you make it. Donc, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. En psychologie sociale, on va parler d'effet Pygmalion ou de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'une croyance peut devenir réalité. Ce qui peut avoir des super bons côtés si ça permet, par exemple, de travailler la confiance en soi. Mais, cela dit, ce type de pensée-là peut fonctionner si l'objectif est réaliste. Donc, si et c'est pas toujours le cas, si on pense à la question de Lucola et Pauline, à un moment donné, on va être pas mal déçus si on reste là-dessus. Oui, puis ces pauvres gens aussi, parce que là, à un moment donné, c'est que tu subis une pression. Les personnes elles-mêmes qui sont ces vedettes. C'est ça. À un moment donné, ils disent ça vient avec la job, mais... Oui, mais non. Moi, j'estime que ces personnes-là ont droit à un respect de la vie privée. À un moment donné, tu perds le contrôle aussi. Non, c'est ça. C'est ça qu'on se rend compte également. Il peut y avoir des effets positifs. Alors, je vais être très content. La prochaine fois, je vais sortir de manière anonyme sur Mont-Royal. Alors, je vais y penser. Moi, je vais vous reconnaître, Mathieu. Mais d'ailleurs, il y a toute une structuration puis une effervescence d'un nouveau champ d'études qui s'appelle les études sur la célébrité, les Celebrity Studies. Ça vient du Royaume-Uni, de la même place d'où vient la presse à potins. Et puis, il y a des revues savantes maintenant dédiées à ça. Donc, c'est incroyable. Il y a des belles choses intelligentes à dire là-dessus. Tout à fait. Vraiment. Merci, Mme Myriam d'Agusan-Bernier, Mme Mélanie Millette. Ça fait plaisir. On aime ça. Envoyez-nous d'autres questions sur les vedettes puis les réseaux sociaux. Puis oui, il y a des choses profondes derrière ça. Oui, absolument. Ça parle de nous. Absolument. Les onglets de nos collaborateurs.
Madame Gabrielle Anctil, abonnez-vous au théâtre? Oui, bien c'est ça. En gros, général. chaque année, je prends mon argent de grande fille sans enfant. Parce que je dis ça parce que c'est pas tout le monde qui a les sous pour. Mais je m'abonne à la Licorne. À chaque année, je fais des découvertes incroyables. Je vois des pièces de théâtre fabuleuses. Donc, si vous avez quelques sous, c'est le moment de vous abonner au théâtre près de chez vous. Et il y a même une pièce avec Catherine Matisse qui s'en vient Oui, l'année j'ai prochaine. acheté mes billets. C'est ça, c'est faut que pas je à le la fasse. Licorne, c'est Une chez vie Lucette. intelligente. Dominique Leclerc. Oui, c'est Des ça. filles, des femmes exact. brillantes, Excusez, des femmes j'ai vraiment pris de brillantes. votre Vous êtes temps. une childless cat lady. Comme non, Taylor j'ai pas de Swift. chat, je te l'ai dit. C'est des poules. J'ai des poules. Ah, c'est ça. Childless poule lady. With pool. Mélanie, le livre Saint-Angèle des Trois-Rivières. Oui, chez Moult Éditions, ça parle de mobilité de classe, ça parle de l'histoire des femmes. C'est vraiment un excellent récit. C'est intelligent, c'est bien écrit, ça se lit tout seul et ça fait réfléchir. Frédéric Mercure Jolette chez L'auteur, Moult ouais. Éditions. C'est la fin de la semaine. On est là lundi 19h. Bon week-end tout le monde. Bye-bye. Le gouvernement du Québec traite les professionnels en soins comme des pions. Nous déplacer, bafouer nos expertises, ça se fait pas sans conséquence. C'est la santé des Québécoises et des Québécois qui est en jeu. Quand on nous change de lieu de travail du jour au lendemain, qu'on doit composer avec un équipement qu'on ne maîtrise pas, qu'on perd notre équipe de travail, ça affecte nécessairement la sécurité et la stabilité des soins. Mais on n'a pas fini de se battre, parce que nos conditions de travail sont vos conditions de soins. Un message de la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.